Bienvenue à tous. Donc David ne voit pas le nombre de personnes qui sont connectées. Donc voilà, je lui ferai des petits updates sur le nombre de participants pour lui mettre un peu la pression et qu'il n'ait pas l'impression d'être en tête à tête avec moi seulement. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'écouter ce cycle de conférence, donc qui a commencé hier. Avec Julie Michel, adjointe de direction au Cairn, rattachée au musée Gassendi à Digne. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir... Ah, voilà, un petit bug, mais ça est réglé. Nous avons le grand plaisir de recevoir David Moinard, qui est directeur de l'atelier Delta et aussi directeur artistique du Sentier des Lauses. Et je pense qu'il a aussi beaucoup d'autres titres que je ne vous donne pas maintenant, mais j'essaierai de rattraper la chose au moment d'une présentation biographique un peu plus développée. Donc pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier, je vais vous dire quelques mots sur la chaire dans laquelle s'inscrit ce cycle de conférences. Donc cette chaire s'appelle Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant. C'est une chaire qui a vu le jour en septembre 2020 aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est tout récent. Et une chaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un programme constitué à la fois d'un séminaire destiné aux étudiants de 5e année, d'un cycle de conférences, de workshops avec des artistes contemporains. On a notamment reçu l'architecte paysagiste Basmet cette année. Et également, la chaire comprend également un prix d'art contemporain à destination des étudiants des Beaux-Arts. Et donc voilà, j'ai la chance de diriger cette chaire depuis septembre. Pour vous dire un peu ce qui préoccupe cette chaire, ce qui me préoccupe moi. Donc c'est de réinvestir un peu autrement la question de l'art qui s'aventure hors les murs jusque dans la nature, jusque dans le milieu naturel. On ne sait plus trop comment désigner cet endroit maintenant, mais voilà, on va essayer de multiplier les mots. Si vous voulez, cette chaire repose sur un constat de départ qui est que souvent la question de la relation qu'une œuvre en milieu naturel entretient avec le monde vivant a souvent été un sujet secondaire dans cette pratique-là, voire absent, suivant les mouvements auxquels on peut s'intéresser. Pour vous donner un peu une idée, souvent, par exemple, les chênes sont vus comme des lignes verticales, le sol calcaire est seulement vu comme un socle, une prairie est seulement vue comme un arrière-plan pour l'œuvre, et toute la myriade d'êtres vivants qui fabriquent et qui habitent un lieu sont souvent réunis sous le simple terme de contexte. Et ce que voudrait un peu faire cette chaire, c'est justement interroger cette manière qu'on a eue de considérer le monde vivant un peu comme un décor inanimé pour des œuvres, alors même qu'elles s'installaient en milieu naturel, et d'inviter les étudiants et plus largement tous ceux qui veulent, s'intéresser aux événements de cette chaire, à habiter le paysage, c'est-à-dire à apprendre à le voir comme un milieu de vie habité, fabriqué par le vivant, porteur d'histoires immémoriales, de relations invisibles et aussi de signification, ce qui est aussi quelque chose qui a été souvent relégué au second plan. Souvent, le monde vivant a été perçu comme un réservoir de formes esthétiques, de formes plastiques avant tout, et assez peu de signification à traduire, à transmettre. Et voilà, la question, si vous voulez, un petit peu la question arche de cette chaire, c'est que devient créer dehors, quand être dehors, c'est être en même temps chez les autres qu'humains. Voilà. Et donc, on reçoit aujourd'hui avec grand plaisir donc David Moinard, qui a un parcours très impressionnant et très fourni. Donc, je m'excuse par avance, David, parce qu'il y a probablement des épisodes auxquels je ne ferai pas justice. Mais donc, David Moinard a été d'abord responsable de la programmation artistique du département art plastique du lieu unique Scène nationale de Nantes. Il devient ensuite en 2005 responsable de la programmation artistique d'Estuaire Nantes-Saint-Nazaire et en 2011 directeur de la programmation artistique du Voyage à Nantes.
Entre 2011 et 2018, il est aussi membre du comité d'orientation artistique du Palais de Tokyo. Et David Moinard est à l'origine de l'atelier Delta, une agence d'ingénierie culturelle spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de projets artistiques liés à des territoires et des géographies particulières. À ce titre, il participe en tant que conseiller artistique à des projets d'aménagement du territoire pour des architectes, des urbanistes ou des paysagistes. Et il travaille au commissariat et la direction artistique de projets de création contemporaine, principalement dans l'espace public, comme c'est le cas du partage des eaux, dont David va nous parler aujourd'hui, parcours pérenne, inauguré pendant l'été 2007, dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, et aussi autre projet qu'il a dirigé, Les Valeuses, inauguré à l'été 2018 à Varengeville-sur-Mer, en Normandie. Voilà, je suis vraiment ravie qu'on puisse bénéficier de tes lumières et de ta présence aujourd'hui. Donc, comme hier, David va faire, comment dire, voilà, présenter son travail et les questions qui l'animent pendant à peu près 45-50 minutes. Bonne nouvelle pour ceux qui étaient là hier, le chat marche aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir normalement poser vos questions en ligne. N'hésitez pas à le faire tout au long même si David est en train de parler, tout au long de cette conférence. Comme ça permet d'avoir une transition un peu fluide entre la fin de la conférence et le début des questions, sans qu'on ait à attendre forcément que les questions arrivent. Et donc, moi, je me ferai le relais de vos questions. J'essaierai en poser le plus possible à David et de le mitrailler. Voilà. Donc, on est ensemble jusqu'à 17h30. David, quand tu veux, c'est à toi. Ok, merci beaucoup Estelle pour cette introduction et merci de m'accueillir. Alors j'espère en effet que je vais vous donner quelques lumières. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais on verra bien ce que vous retenez de ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. En effet, moi il y a eu quand même une sorte de bascule dans le petit CV là que Estelle vient de vous donner. Ça a été la bascule, ça a été Estuaire pour moi. Estuaire, donc ce travail dans un milieu très varié en termes de paysage. On est un paysage urbain, paysage portuaire, paysage naturel, paysage industriel, etc. Entre Nantes et Saint-Nazaire, où on a travaillé avec des artistes à penser des projets vraiment spécifiques au site qui les accueillait. Et en fait, ça a concentré un peu tous mes centres d'intérêt. Et moi, dans mes études, j'ai commencé par de la géographie, ensuite j'ai fait de la sociologie, puis l'histoire de l'art. J'ai fait ça juste comme ça, par envie, quoi. Et parce que la géographie m'a toujours plu depuis que je suis petit. Je demandais des globes et des mapes-mondes quand j'étais petit à Noël. Donc j'ai toujours aimé les cartes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte après coup finalement que ce que je fais aujourd'hui, ça concentre finalement tout ça, sans qu'évidemment que je le sache au moment où je le faisais. Et donc voilà, Estuaire, je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau. Et c'est à partir de là que je me suis dit que c'était là-dedans que je pouvais éventuellement tenter d'apporter ma pierre à, 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 comment dire, à donner un peu de beauté dans le monde, quoi. Parce qu'il est quand même question de ça, je pense, dans ce qu'on fait. Et donc, je vais vous parler d'un projet que j'ai mis en place pour le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Je vais commencer par ça. Puis ensuite, je vais vous parler d'une petite association pour laquelle je travaille. J'ai été président de cette association jusqu'à l'an dernier. Je suis devenu directeur médiateur artistique de cette association parce qu'elle est devenue aussi relais des nouveaux commanditaires, qui est un programme dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, pour lequel je suis médiateur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette association est très en lien, enfin les questions, l'origine même de cette association est très en lien avec tout ce que vient de dire Estelle dans son introduction. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer dans un premier temps
un diaporama que j'ai préparé sur le partage des eaux. Ça bug, mais ça arrive. Voilà. Est-ce que tu peux me confirmer que ça marche, Estelle? Allô? Je ne t'entends plus, Estelle. Oui, on voit très bien ton diaporama. Ok, Tout va bien. d'accord, super. Donc, je vais commencer par vous parler du contexte de ce projet. On est, donc ça, c'est une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce que vous voyez là en vert, ce sont tous les parcs naturels régionaux. C'est la région en France qui concentre le plus de parcs naturels régionaux. Et il y a en plus en vert plus clair là tous les parcs naturels régionaux en projet. Puis cette carte ne comprend pas les parcs nationaux. Donc c'est une région qui a quand même une surface totalement dingue en termes de parcs naturels, même si les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux sont très très différents les uns des autres. Un PNR, il y a vraiment une fonction de, d'apporter aux habitants des projets. Dans les parcs nationaux, on est vraiment dans un principe de protection de la nature, de pure conservation. Un PNR n'est pas uniquement conservatoire. Il l'est en partie, mais pas seulement. Et ce sont souvent des syndicats mixtes qui sont très actifs du coup pour porter des projets sur leur territoire d'élection. Et les Monts d'Ardèche, c'est un parc plutôt jeune, donc vous voyez, on est là tout au sud de la région. C'est une grande partie du département, puisque ça couvre toute la partie qui n'est pas calcaire en fait. Et donc aussi bien ce qu'on appelle la Cévenne d'Ardèche que la montagne ardéchoise, donc le plateau, donc qui est un terrain de grand contraste, de très fort contraste paysager. Et on a en Ardèche une trace célébrissime d'art hyper importante dans notre histoire, qui est la grotte Chauvet, bien sûr. La grotte Chauvet, qui est cette première trace d'art en tout cas en termes de fresques de l'humanité connue à ce jour. 36 000 ans, moi je suis toujours totalement éberlué de cet âge-là, quand on réalise qu'il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Ça rend compte du vertige de cette trace d'art qui est absolument merveilleuse. Et donc au moment où donc la grotte a été découverte, ensuite il y avait comme projet de faire une restitution de cette grotte parce qu'il était impossible d'accueillir trop de monde au risque de détruire les fresques. Et à cette occasion-là, le parc naturel a eu des fonds de la région pour, penser un projet novateur en termes de création. Le parc a souhaité euh, penser un parcours artistique avec les artistes d'aujourd'hui, en lien donc avec l'ouverture de Chauvet. Et donc ils ont fait un appel à candidature que j'ai remporté tout simplement. Et puis j'ai commencé à travailler à ce projet-là. Donc j'ai fait beaucoup de repérages dans ce département très rural, très reculé. C'est le seul département. J'aime toujours cette anecdote. C'est le département où a été inventée la locomotive à vapeur, mais où il n'y a pas de gare. C'est le seul département de France où il n'y a pas de gare. Il n'y a pas de train tout simplement qui arrive en Ardèche. Vous voyez, c'est la surface du département, la surface du parc, qui est très très grand, 228 000 hectares, 145 communes, mais seulement 76 000 habitants. C'est vraiment, c'est le plateau ardéchois, par exemple, est un des lieux les plus déserts en termes d'habitants humains, je précise, du territoire français. Et puis la grande richesse de ce département, c'est l'eau, c'est la qualité de l'eau, puisqu'il y a un nombre considérable de rivières, de sources, de ruisseaux, etc. Et dont la qualité est absolument exceptionnelle.
D'où le fait, sans doute, qu'il y ait eu des mobilisations aussi intenses et immédiates contre l'exploitation des gaz de schiste. Ça a été très très fort en Ardèche. Parce que la qualité de l'eau, il faut savoir qu'en Europe, il y a quelque chose comme 0,5% des cours d'eau qui ne sont pas pollués. Beaucoup des cours d'eau d'Ardèche en font partie. Donc c'est absolument exceptionnel. Et le parc avait comme envie, disons la commande qu'ils m'ont passée, c'est de réfléchir à un parcours artistique qui fasse unité de la diversité paysagère du parc. Parce qu'on est vraiment dans des paysages, mais complètement différents selon on est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et donc j'ai sillonné en tous sens le territoire. Et une intuition de départ m'a guidé. Cette intuition, elle m'a été donnée par quoi? Par une carte géographique. Encore une fois, moi, à chaque fois que j'arrive dans un territoire pour penser à un projet, je regarde d'abord une carte papier, je veux dire, et à toutes échelles. J'aime les cartes routières, j'aime les cartes IGN très précises. Toute échelle est finalement intéressante quand on aborde un territoire. Et je me suis rendu compte que dans ce territoire passait une ligne magique, comme j'ai l'habitude avec Gilles Clément de le dire, qui est celle du partage des eaux. La ligne du partage des eaux, c'est une ligne qui est finalement très peu connue du grand public, qui est très très connue des géographes, mais qui se comprend en quelques mots et qui est, à mon sens, totalement fascinante. Donc là, vous voyez en bleu cette ligne de partage des eaux tracée dans le territoire français. Cette ligne de partage des eaux, c'est pas n'importe laquelle, c'est la ligne qui partage les eaux entre Atlantique et Méditerranée. C'est-à-dire que vous prenez cette ligne bleue et à gauche, à l'ouest de cette ligne, toutes les eaux se dirigent vers l'Atlantique. Et à droite de cette ligne, absolument toutes les eaux se dirigent vers la Méditerranée. C'est aussi simple que ça. Ce sont les bassins versants. Et en zoomant sur la carte, donc vous voyez en France, cette ligne de partage des eaux, elle part des Vosges, elle suit en gros le cours du Rhône, et puis elle rejoint les Pyrénées qu'elle coupe dans sa partie orientale, et ensuite elle va en Espagne, elle suit par contre les Pyrénées au sud, elle va vers le Portugal et elle s'appuie en gros sur la frontière entre le Portugal et l'Espagne pour arriver où? Eh bien, évidemment, à Gibraltar, le point de jonction entre Atlantique et Méditerranée. Et en fait, en zoomant donc sur cette ligne de partage des eaux, eh bien, c'est comme si je voyais en relief la diversité paysagère, puisque là, vous voyez sur la partie droite, il s'agit du territoire ardéchois. Et on se rend compte qu'à gauche, donc la partie atlantique, eh bien, on a un paysage qui est très doux. Les reliefs sont très peu prononcés. Pour une simple raison, l'Atlantique, il est loin, il est à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il y a assez peu d'érosion. Donc ici, on est sur la montagne ardéchoise, sur le plateau, un paysage doux, vallonné, etc. Et puis, à droite, au contraire, on a des vallées extrêmement marquées. Et aussi pour une simple raison, la Méditerranée est toute proche et le Rhône l'est encore plus. Et donc, on a une érosion qui a marché à plein, qui a creusé des vallées très profondes. C'est le paysage typique des Cévennes. Et je me suis dit, finalement, cette ligne du partage des eaux, elle nous offre tout. Elle est comme une matrice paysagère. Et c'est aussi partir de la vie, de la géologie, que d'affirmer cette ligne comme un fil rouge pour un parcours, puisque c'est grâce à elle, finalement, qu'on a sous les yeux le paysage qu'on voit. Cette ligne de partage des eaux, elle explique ce qu'on a sous les yeux. Et ça, je me suis dit, ben voilà, en fait, faut pas chercher plus loin. Le parcours, il était là. Et donc, j'ai proposé d'appeler ce parcours artistique le partage des eaux, tout simplement, et de m'appuyer sur cette ligne pour ensuite inviter des artistes à intervenir tout le long de cette ligne. Alors, je ne vais pas vous présenter
chacun des projets. Je vais vous en présenter quelques-uns parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais m'arrêter sur certaines œuvres qui ont sans doute encore plus à faire aux grands enjeux dont Estelle nous parlait dans son introduction, et la manière dont des œuvres se relient au vivant, au cachet d'un territoire. Moi, je parle souvent des œuvres comme de révélateurs, de révélatrices, pardon. Ce sont des intermédiaires finalement. Il y a comme un rôle d'alchimiste chez l'artiste qui transforme une matière en une autre et qui a la capacité aussi de nous montrer ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est formidable de se balader dans un territoire avec un artiste, c'est à chaque fois regarder finalement un autre aspect du paysage, un autre aspect de là où on se trouve, et de se rendre compte qu'on en fait véritablement bel et bien partie. Et donc certaines œuvres parlent, je pense, encore plus de ça. C'est sur celle-là que je vais m'arrêter. Je vais vous parler quand même brièvement des autres, parce que je veux pas rendre des artistes jaloux entre eux. J'ai eu un peu de plaisir à travailler avec chacun d'entre eux, que je vais quand même vous les montrer. Mais je vais m'arrêter sur certaines. Donc Gilles Clément, ça a été mon premier invité. Bon, c'est une sorte de papa spirituel. Gilles Clément, ça fait plusieurs projets qu'on fait ensemble. C'est quelqu'un que j'admire, qui a beaucoup participé à ma prise de conscience de l'écologie. Et c'est un pionnier en France sur ces questions-là. Il a complètement changé radicalement la manière dont on envisageait le jardin en France. Et donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un vraiment très, très important. Et j'ai voulu l'affirmer un peu comme guide du projet. Et je lui ai demandé de réfléchir à une manière de, justement, rendre visible le paysage géologique dans tout le long de ce parcours. Il a inventé un système optique avec des jeunes paysagistes qui s'appellent Ilia, Vincent Prévost et Marion Souleyrol, qu'il a appelé les mires. Et les mires, en fait, c'est un système comme ça, c'est une petite échelle. On a invité à poser son regard à un niveau certain, et des sortes de mâts qui sont disséminés ici et là devant l'échelle pointent des éléments du paysage qui sont en fait le parcours de la ligne de partage des eaux dans le lointain. Parce qu'évidemment, la ligne de partage des eaux, on la voit pas, elle est invisible. Mais donc, il a trouvé un moyen de rendre visible la géologie, en quelque sorte. Voilà, et donc, il y a plusieurs points de mire comme ça disséminés tout le long du parcours. Là, il y a une série de mobilier qui a été créé en châtaignier par un designer qui s'appelle Éric Benke. Le châtaignier étant vraiment l'arbre symbole des Monts d'Ardèche. C'est des mobiliers qu'il appelle les meubles gentils, c'est-à-dire que ils ne contiennent aucune colle, aucune matière qui va venir déranger le milieu. C'est-à-dire que bien dans quelques dizaines, centaines d'années, les meubles disparaîtront sans déranger en quoi que ce soit, en étant comme avalés par le milieu, sans polluer en quoi que ce soit le lieu où les meubles se trouvent. Et ces meubles sont situés tout le long du GR7, qui est un sentier de grande randonnée. Je me suis aperçu que le GR7, en fait, était quasiment en permanence, suivait la ligne de partage des eaux, des Vosges aux Pyrénées, en passant par l'Ardèche. Donc voilà quelques exemples de meubles. Et puis je vais m'arrêter un peu plus sur cette œuvre, parce qu'elle me paraît vraiment intéressante et hors norme par rapport à beaucoup d'œuvres dans l'espace public. On a là une œuvre qui est complètement immatérielle, qui s'appelle la Geopoetic Society, qui a été conçue par trois artistes, Anne de Sterck, Frédéric Dumont et Eric Watts, qui se sont réunis pour l'occasion pour penser une œuvre qui est un GPS, en fait, Geopoetic Society, mais un GPS particulier, puisque certes, l'œuvre a une fonction, celle d'indiquer la route quand on est au volant pour aller d'une œuvre à l'autre,
mais surtout de raconter le paysage. Et donc, c'est une œuvre pérenne, une œuvre complètement de l'art dans l'espace public, mais qui ne se matérialise pas sous une forme sculpturale ou que sais-je, mais qui est une œuvre qu'on embarque avec nous, avec soi sur son téléphone, qu'on branche aux enceintes de sa voiture et qui est géolocalisée, c'est-à-dire qu'elle est composée de multitudes de cellules sonores, et ces cellules sonores se déclenchent à mesure qu'on avance dans le paysage. Et donc, non seulement elle indique la route, mais elle indique, comme je vous le disais, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Elle réagit finalement au paysage qu'on traverse. Par exemple, Juste, en étant face. David, juste t'interrompre une seconde. C'est que à Oui. l'image, pour l'instant, on voit juste l'œuvre de Benke meuble encore. Ah, Je c'est sais pas très si c'est bizarre. normal. Je voulais te le dire. Non, c'est pas normal. Ok, voilà. Et là, c'est Pour l'instant, repassé. Vous êtes toujours sur les meubles? on est toujours sur les meubles. Sur les meubles avec le border collie. L'image. Ok. Alors, je vais peut-être arrêter mon partage et le refaire. Ouais, essayons ça. Voilà, me revoilà. Une nouvelle tentative. Alors, mon ordinateur, il fait un bruit d'avion qui décolle. D'ailleurs, Ah, j'espère que c'est c'est pas pas trop. possible. Ouais. Très long. Ah, on est revenu sur le. Ah, Et là, est-ce que vous voyez on voit. Geopoietic Society? Et là, ça y est, on voit la Geopoietic Society, super, avec Frédéric Dumont, Anne de Sterck et Eric Watt. Ouais, c'est ça, C'est ça? exactement. C'est ce qu'on essaie de voir. Ouais. Super, parfait. Voilà. Donc là, et maintenant, je vais lancer du son, donc j'espère que ça va marcher. En fait, je vais. Donc là, il faut vous imaginer au volant de votre voiture, et donc vous êtes sur la route, vous avancez, vous occupez de rien que de conduire, et vous arrivez dans un village qui s'appelle la Bastide-Puylaurens. Et donc, une cellule sonore se déclenche. Vous allez arriver à la Bastide Puylaurens. Bientôt, à droite, après une remarquable rangée de tilleuls, au loin, l'hôtel du Séquoia. Avec l'arrivée du chemin de fer, c'est un très bel hôtel qui se construit là. De belles et vastes chambres, aux fenêtres ouvertes sur l'air pur. Des voyageurs avec de lourdes malles se croisent dans le grand hall, des Parisiens et des Anglaises. Mais peu à peu, ça périclite. Aujourd'hui, l'hôtel est fermé. À gauche de l'église, une des dernières quincailleries de Lozère. Madame Bip la tient depuis des siècles. Elle devrait même être depuis belle lurette à la retraite. Mais il y a une chose que Madame Bip redoute plus que tout. Cette chose terrible, inconcevable, épuisante, rien que d'y penser, c'est l'inventaire. Et c'est pourquoi la quincaillerie n'est toujours pas fermée. Après 150 mètres, tournez à gauche. Voilà. Donc, Tournez à gauche. merci. Donc, premier exemple. Et là, il faut vous imaginer arriver. Donc, vous êtes sur cette D239 et on est vraiment on est pile sur la ligne de partage des eaux dans cette partie du parcours routier et on est à côté d'une grande lande de bruyère. Sur la gauche, la calune fleurit fin août, de couleur mauve. Non. Caluna vulgaris. Règne. Magnoliophyta. Division. Magnoliopsida. Classe. Ericales. Famille. Ericaceae. Qu'est-ce que vous faites? Je m'étale sur la lande, sur le coteau, le plateau, et je veux continuer comme ça. Je veux couvrir le paysage de ma robe mauve, et même le ciel. J'orne, je pars et j'embellis.
Je laisse fondre le soleil rougeoyant sur moi. Des milliers d'abeilles viennent me butiner chaque matin. L'hiver, sous la neige, ce sont les moutons et les chevreuils qui viennent paître. Et même après un incendie, je repousse de plus belle, plus belle. Je recouvrirai les sols de ma présence gracieuse et j'en chasserai les forces obscures. Voilà. Et on arrive, je vais passer celui-là peut-être. On arrive à un dernier exemple là où on traverse, on est toujours dans la voiture et on traverse une forêt. Alors, Catherine, vous parlez souvent des sapins. Vous aimez beaucoup les sapins, n'est-ce pas? Oui, Si vous voulez savoir reconnaître un sapin d'un épicéa, il faut regarder comment les pommes de pin sont attachées sur les branches. j'aime beaucoup les sapins. Oui, alors, l'épicéa a des pommes de pin qui pendent sous les branches et le sapin a des pommes de pin qui sont dressées. Vous comprenez? Oui, Alors, résumons. L'épicéa, ça pend. Le sapin, ça pend pas. Le sapin, ça pend pas. Épicéa, ça pend. épicéa, ça pend. Sapin, ça pend pas. Voilà. Oh, Donc voilà, juste quelques exemples de choses qui peuvent être, qu'on peut entendre tout le long de ce parcours. Ça dure, c'est sur à peu près 60 kilomètres que ça se déroule. Et on parle aussi bien des molécules d'odeur que de la genette, qui est un petit animal qui est en voie de disparition sur le plateau ardéchois, que de la bête du Gévaudan, que voilà, énormément d'histoires colportées par ces artistes et qui font que, et moi c'est une œuvre à laquelle je tiens particulièrement parce que elle n'a pas vraiment beaucoup d'équivalents ailleurs. En tout cas, je ne lui en connais pas. Et d'ailleurs, hier, vous avez reçu Julie Michel, Nadine Gomez, qui a créé toute cette collection, qui est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un peu notre maman à tous, Nadine Gomez, à nous qui travaillons dans la nature, parce que c'est une des premières à avoir arpenté des territoires naturels en compagnie d'artistes et à leur avoir offert de tels cadres, enfin une pionnière en France en tout cas. Et Nadine Gomez qui est venue voir le partage des eaux, c'est tout d'un coup enthousiasmée pour cette œuvre de GPS et a invité d'ailleurs les artistes à venir faire un prototype dans son territoire de Digne. Et cette œuvre-là, ce que je trouve absolument exceptionnel, c'est qu'en fait, elle est immatérielle dans le paysage, donc elle ne s'impose pas du tout dans le paysage, et en même temps, elle ne peut pas s'en passer. Elle a un besoin absolu du paysage pour se développer. Et c'est cette relation-là que je trouve assez exceptionnelle que les artistes ont trouvé pour développer ce projet. Donc après, je passe plus rapidement sur cette œuvre de Stéphane Tidé que j'aime beaucoup, on est donc dans une ancienne chartreuse, un élément du patrimoine comme ça. On n'a qu'une façade, on dirait un décor de cinéma. Cette façade d'une très grande chartreuse qui était là. Et en fait, cette façade était ouverte à tous les vents. Et Stéphane Tidé est parti de l'hypothèse que la ruine commence par les vitres cassées. C'est à partir du moment où une vitre se casse que les oiseaux peuvent rentrer avec des graines, etc., et que la nature reprend ses droits et englobe le bâti. Et là, en fait, il a comme remis de la vie à un bâtiment en mettant de vastes miroirs qui épousent la forme des fenêtres et des portes. Et ces miroirs viennent évidemment refléter le paysage et donnent une impression très étrange puisqu'on est en face, on garde cette impression de transparence et on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas parce que on devrait voir la forêt, par exemple, derrière le dernier étage sur la photo que vous voyez. Et en fait, le dernier étage pointe le ciel
l'étage intermédiaire pointe le sommet de la colline qui est dans notre dos, et la grande porte au rez-de-chaussée pointe la prairie qui est devant. Je passe aussi sur là-dessus, je m'arrêter quand même sur cette tour, parce que Gilles Clément lui aussi proposé de réaliser un projet qu'il avait en tête depuis déjà un certain temps, qui s'appelle la tour à eau, qui est une sculpture qui fabrique de l'eau, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle transforme, cette construction a la faculté de transformer l'eau présente dans l'air, sous forme de vapeur, en eau liquide. C'est une sorte de piège. C'est utilisé dans certaines zones désertiques, par exemple. Le principe, c'est qu'il y a des murs extrêmement épais, construits en pierre sèche. Ces murs font 1,50 m d'épaisseur, et donc ils emmagasinent la chaleur la journée, et avec le simple changement, le simple contraste de température, ça crée un effet de condensation qui fait que l'eau emprisonnée dans la chaleur des pierres se transforme en eau liquide. Et cette tour est située exactement sur la ligne de partage des eaux. Elle a donc un bassin en son centre, elle a un trop-plein, et de part et d'autre, ce trop-plein se déverse d'un côté dans le Rhône et de l'autre côté dans la Loire. Il y a toujours ce côté complètement fascinant de se situer sur cette ligne de partage des eaux. C'est un peu ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure, mais quand on est là, on se sent à un endroit important du monde. En fait, on se sent relié au monde quand on est sur des lignes de géographie aussi importantes. Quand on pense qu'à notre pied droit, par exemple, toute l'eau va vers une mer, et au pied gauche, toute l'eau va vers l'océan, il y a quelque chose de complètement fascinant. Et cette tour nous le fait remarquer. L'abbaye de Mazan, une ancienne abbaye cistercienne, où là, Felice Varini a fait une œuvre minérale sur minérale, fasciné par toutes les pierres qui ont servi à la construction de cette abbaye, pierres volcaniques, pierres granitiques, etc. Donc encore une œuvre très en lien avec la géologie. Il a choisi une matière minérale, à savoir l'or, la feuille d'or, pour s'appuyer sur les ruines de l'abbaye et développer ces fragments d'or qui prennent la lumière, sachant qu'on est ici dans une zone de fort contraste climatique où le temps change très rapidement et où dans une même journée, on a à peu près toutes les conditions possibles et imaginables. Et l'or a aussi, bien sûr, cette faculté à prendre et à restituer la lumière selon l'heure à laquelle on voit l'œuvre. Et donc voilà, d'un point de vue précis, ces fragments dorés forment un seul cercle. En fait, il n'y a qu'un cercle parfait, qui est celui qui s'appuie sur l'église. Et les autres cercles sont des fragments de cercles, mais on peut imaginer que si le patrimoine bâti se prolongeait, ces cercles seraient entiers. Là, c'était juste après un orage où il y avait une lumière totalement incroyable. Une autre œuvre de Gloria Friedman qui est une des artistes qui a réalisé une des premières œuvres nouveau commanditaires à côté de Dijon, quand le programme des nouveaux commanditaires commençait avec Xavier Douroux et François Hers en Bourgogne, et elle avait réalisé cette œuvre qui est pour moi un peu dans mon panthéon personnel d'action artistique dans la nature, qui est le Carré Rouge, qui est une œuvre qui à la fois se perçoit dans le paysage, mais se vit surtout, puisqu'il s'agit d'un refuge. Et Gloria Friedman, ici, a fait le premier phare commun à l'Atlantique et la Méditerranée, puisqu'elle a positionné sa sculpture, architecture, pile sur la ligne de partage des eaux, encore une fois, et on est invité à pénétrer à l'intérieur de cette sculpture, à monter à l'étage et à voir le contraste saisissant entre le paysage côté Atlantique et le paysage côté méditerranéen. Ça, c'est juste pour vous montrer
les difficultés d'accès pour construire les œuvres. Parce que autant une œuvre, ça se conçoit, ça se rêve, mais ensuite, ça rencontre le principe de réalité, ça se construit. Et c'est cette aventure-là qui est toujours absolument passionnante. Je vais m'arrêter un tout petit peu plus sur cette œuvre à Notre-Dame-des-Neiges, où là, je vous ai montré beaucoup d'œuvres qui étaient, où l'art s'invite dans le dehors, dans le paysage. Et là, c'est comme si le paysage s'invitait à l'intérieur. Il s'agit d'un artiste japonais, Koichi Kurita, qui a un travail au long cours, une sorte de projet de vie absolument fabuleux. Il constitue une bibliothèque de terre. Il arpente le monde, donc il a beaucoup arpenté son pays, le Japon. Il a aussi beaucoup arpenté la France. Il a été invité pas mal en France. Et à chaque occasion, il collecte de nouvelles terres. Et son principe est donc d'arpenter le paysage, de collecter des terres, d'enlever toutes les petites scories, etc., de faire un travail où d'abord il humidifie la terre, puis il la fait sécher. Comme ça, il fait intervenir tous les éléments, l'eau, le feu, à travers le soleil, la terre, bien sûr le sol, et l'air qui aide à sécher. Et il constitue une bibliothèque qui aujourd'hui est composée de à peu près 40 000 échantillons de terre. Et le projet qu'il a fait pour le partage des eaux est un projet au long cours, finalement, qu'il avait commencé quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, qui s'appelle Terre-Loire, et il s'est intéressé à tout le bassin versant de la Loire, non seulement au fleuve en lui-même, mais aussi à tous ses affluents, tous les ruisseaux, rivières qui se jettent dans la Loire. Faut savoir que le bassin versant de la Loire, c'est à peu près un tiers du territoire français. Donc c'est une zone qui est extrêmement vaste. Et donc il s'intéresse à cette chose à laquelle finalement on s'intéresse très très peu, qui est la Terre, en montrant sa diversité. Et c'est ça qui me paraît absolument fabuleux. Donc encore une fois, la capacité de l'art à révéler ce qui est caché, à montrer ce qu'on ne voit pas, et à révéler des richesses absolument insoupçonnées. Quand on parle de terre, généralement, on s'imagine quelque chose de marron, voilà, de bêtement brun, marron, noir, voire noir, allez, pourquoi pas. On pense au terreau des jardineries, éventuellement. Mais voilà, ça s'arrête à peu près là. Les terres, c'est un véritable arc-en-ciel. Et ces couleurs, elles sont évidemment directement liées à l'histoire de la planète et directement liées à toute la vie, à toute la vie sur Terre, à la vie végétale, animale, etc. On sait très bien qu'on retourne tous à la Terre, que tout végétal, un arbre a un cycle absolument extraordinaire, qui est un modèle. Il ne bouge pas, il se nourrit en restant sur place, et ce sont ses propres éléments qui le nourrissent en créant les feuilles tombent et créent l'humus, etc., etc. Et donc la terre renferme la vie. Et cette vie-là, cette diversité, cette richesse, elle est aussi palpable, visible dans les œuvres de Koichi Kurita, puisque on y voit des couleurs absolument remarquables. On passe du bleu au rose, au rouge, etc., selon ce qui s'est passé à l'endroit de collecte de la terre. Et c'est donc là, vous voyez un détail de l'œuvre qu'il a installée dans des anciens chais d'une abbaye. Je vais revenir à cette diapo précédente où on voit, c'est la seule abbaye vivante d'Ardèche, c'est-à-dire qu'il y a encore des moines, ce sont des moines trappistes. On en voit 2 spécimens ici, en voie de disparition eux aussi. Et Koichi Kurita a transformé un ancien chai en ce cocon blanc avec ce plafond qui éclaire ce socle, et ce socle accueillant les 700 échantillons de terre qu'il a collectés dans tout le bassin versant de la Loire, et qui vient parler de la vie de ce territoire. La Loire prenant sa source, si jamais vous ne vous souvenez pas de vos leçons d'école primaire, en Ardèche, au Mont Gerbier de Jonc.
Voilà. Et cette œuvre-là, je la trouve aussi assez remarquable dans le lien qu'elle fait au vivant, dans la manière dont elle l'englobe. Voilà, je vais m'arrêter là pour le partage des eaux. J'aurais bien sûr 10 000 choses à dire en plus, mais je souhaite aussi vous parler du Sentier des Loses. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, en fait. Oui, David, tu peux encore avoir 10 minutes si tu le souhaites. D'accord, ok. On peut pousser jusqu'à 10 minutes si c'est nécessaire. Ouais, d'accord. Très bien. Je partage, enfin, j'essaye de partager à nouveau un autre diaporama sur cette association. Là, en ce moment, je vous parle des bureaux de l'association du Sentier des Loses, d'un tout petit village qui s'appelle Saint-Mélanie. On est dans les Cévennes d'Ardèche. Et voilà, j'ai retrouvé mon diaporama. Mais vraiment, ça rame à fond. Alors, Je pense que ça va marcher parce que là, on voit un écran noir. Donc, normalement, c'est annonciateur du... Voilà. ok. Oui. Donc là, vous voyez une carte, toujours? On voit une carte. Pas en plein écran, mais on voit une carte. Ouais, ok, je vais me mettre en plein écran. Donc, je vais vous parler un peu plus rapidement de cette association qui a exactement 20 ans cette année et donc j'étais, suite au partage des eaux, en fait, l'association m'a proposé de devenir président et j'en suis le directeur médiateur artistique depuis quelques mois. C'est une artiste qui s'appelle Anouk Durand-Gasselin, qui est présidente de cette association et qui développe tout un travail avec le vivant. Je parle d'elle rapidement parce que je pense que c'est aussi une personne qui peut très largement vous intéresser dans le cadre de cette chaire, puisque c'est une artiste qui fait des œuvres à partir de spores de champignons et qui cultive des champignons pour développer son travail. Voilà. Et donc Anouk est devenue présidente du Sentier des Loses depuis le mois de juillet dernier. Voilà. Et je vais vous parler un peu de cette association qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai rencontrée grâce à Gilles Clément, toujours lui. Un jour que j'étais chez lui dans la Creuse à préparer un tournage d'un film avec un film d'Éric Watt, l'artiste, un des artistes qui a fait le GPS, et avec Gilles Clément et Francis Allais, qui est ce génie des arbres, cet homme merveilleux qui a inventé le radiodécime pour explorer les forêts primaires dans le monde, ce qu'il en reste en tout cas. Et donc ce jour-là, chez Gilles Clément, l'équipe du Sentier des Loses est apparue d'un coup alors qu'on travaillait et Gilles avait fait une intervention dans le cadre de cette association et une quinzaine de membres actifs de l'association a débarqué et on a passé une journée formidable et cette journée a un peu changé ma vie puisque grâce à cette rencontre, j'ai découvert ce territoire et j'y vis depuis 1 an et demi. Voilà, c'est un peu un changement de vie. Et c'est grâce à ce jour-là. Et comme quoi, il y a quand même des jours importants dans la vie. Et cette association, elle est née de la volonté de penser l'évolution du paysage agricole de cette vallée des Cévennes d'Ardèche, très belle vallée, au paysage magnifique, au paysage a priori sauvage, qu'on penserait sauvage, mais qui en fait est très anthropisé, puisque toute la montagne est terrassée. Ce qu'on appelle les fights ici, on appelle ça les restanques en Provence. Ce sont donc des terrasses agricoles qui ont été faites pendant des décennies, pour prendre un peu de terrain plat sur la pente et faire une culture à petite échelle, une culture autarcique. Et ce paysage anthropique, évidemment, c'est beaucoup enfriché avec l'exode rural et
on en voit un exemple là sur cette photo de ces petites terrasses très, très courtes, très étroites, mais qui prennent comme ça sur la pente. Là, ce sont des vignes qui sont plantées. Et l'autre photo montre un toit de lauze, d'où le nom de l'association, le Sentier des Lauzes. La toiture traditionnelle étant faite à partir de ce matériau naturel qui est le schiste. Cette vallée étant une vallée de schiste. Et le Sentier des Lauzes est donc un sentier d'art composé, il y a des œuvres qui jalonnent comme ça un parcours, un ancien sentier paysan. Et là, je m'arrête un petit peu sur cette proposition de Gilles Clément parce que pour moi, à la lecture, donc je suis arrivé sur le tard hein, dans cette association. Je l'ai connue à peu près 10 ans après sa création, autour de 2010-2011. Et quand l'association m'avait invité à l'époque justement à poser un regard sur les projets, les artistes qu'ils avaient invités, et la manière dont le projet culturel, artistique pouvait se développer à l'avenir, il m'a semblé que l'invitation qu'ils avaient faite à Gilles Clément avait été aussi un point de rupture dans l'histoire de l'association. C'est-à-dire que jusque-là, les membres de l'association, qui sont les habitants, hein, c'est vraiment une association d'habitants, des habitants, donc c'est quoi les habitants ici? Il y a des autochtones, ceux comme on dit, qui ont 50 kilos d'os dans le cimetière, tellement ils sont là depuis des générations. Et puis, mais ils sont pas très très nombreux. Il y a aussi les néo-ruraux et les enfants de néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70, qui ont redonné vraiment de la vie à ces vallées à ce moment-là, après l'exode rural. Et puis, il y a aussi pas mal d'Européens du Nord, des gens venant de Belgique et des Pays-Bas notamment, qui ont acheté dans les années 80. Et ces habitants qui se parlaient pas forcément beaucoup entre eux, se sont réunis dans le cadre de cette association dans ce qui les reliait tous, à savoir l'amour de ces paysages magnifiques. Et mais ils avaient tous un point de vue sur la friche, c'est-à-dire qu'ils voyaient la friche agricole comme une sorte de terrible fatalité, quelque chose contre lequel il fallait lutter. Et Gilles Clément, il a complètement modifié ce regard. C'est-à-dire que dans le travail qu'il a fait là, bon, là, c'est une intervention artistique qui consiste, qu'il appelle le belvédère des lichens, c'est-à-dire c'est un belvédère qui incite à regarder non seulement le grand paysage, très beau, évidemment, c'est un très beau point de vue, mais aussi le micro-paysage. Il invite à regarder la diversité des lichens qu'il y a sur ces rochers sur lesquels les petites plateformes en bois s'appuient. Et surtout, il a écrit un texte magnifique qui a montré aux habitants que la friche agricole était un bienfait en termes de biodiversité et que toute la manière dont la végétation de chênes verts, de genêts évoluait sans cesse, eh bien, apportait une vie qu'il n'y avait pas forcément quand les terrasses étaient entièrement cultivées et que le milieu était beaucoup plus ouvert, qu'il y avait beaucoup moins de forêts. Et voilà. Et donc, il a redonné finalement, il a donné conscience de la valeur, de la richesse d'un paysage qui était vu comme quelque chose contre lequel il fallait lutter. Et c'est cette cohabitation qu'il a pu, grâce à son intervention, mettre en lumière, qu'il a rendu possible aussi, entre un paysage agricole dont on a toujours besoin pour se nourrir, pour le maraîchage, pour l'apiculture, que sais-je, mais qui n'exclut pas le paysage du friche qui apporte autre chose à cet endroit. Donc il y a des œuvres qui jalonnent le sentier, comme je vous le disais. Je vais pas m'arrêter sur elles parce que j'ai pas le temps. Je vais juste m'arrêter sur cet endroit qui est un endroit qui est très important dans notre projet associatif, qui est l'atelier refuge. En fait, en 2005, on a été invité un architecte, Luc Boulan, à réhabiliter une ancienne bergerie, pas exactement une bergerie, mais bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, et pour en faire un atelier d'artiste. Cet atelier d'artiste, pour nous, c'est un lieu
essentielle à notre projet puisqu'on y accueille des résidences de recherche. C'est-à-dire, et c'est justement Anouk Durand-Gasselin, notre présidente, notre nouvelle présidente, qui a mis ça en place et qui a beaucoup œuvré autour de ce projet de ce qu'on appelle les résidences labo. C'est-à-dire que ce lieu-là, il est ouvert non pas à des résidences de création, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les artistes à venir à tout prix créer un projet pour le sentier, mais on offre un cadre de développement d'une recherche liée à la question très vaste du paysage et du vivant. Et voilà, donc en gros, on demande aux artistes d'avoir un projet, de nous proposer un projet. Généralement, on fait les appels à candidature, on les clôt fin septembre, et ensuite on se réunit pour un petit jury pour choisir parmi les candidats 4 artistes, collectifs d'artistes qu'on accueille l'année suivante, dans le cadre de nos résidences labo. Et ça, je vous le dis parce que, évidemment, d'une, ça peut vous intéresser comme lieu de résidence, vous en tant que jeune artiste issu de l'École des Beaux-Arts de Paris, surtout travaillant sur un sujet, sur une chaire comme celle que Estelle a mise en place. Et cette résidence, elle est ouverte aussi bien à des artistes qu'à des chercheurs d'ailleurs. On a invité notamment un anthropologue de l'Université de Grenoble l'an dernier, qui était absolument passionnant, qui a travaillé sur les ondes, la problématique des ondes aujourd'hui. Et cette résidence, elle est vraiment, c'est un lieu important pour la vallée, pour les habitants, puisque à chaque fois qu'on accueille un artiste qui reste généralement 3 semaines, on a un temps de restitution avec les résidents sur la recherche qui a été mise en œuvre dans ce lieu-là. Parce que nous, ce qu'on estime, c'est que on est dans une vallée très isolée, hein, Saint-Mélanie, c'est 80 habitants. Eh bien, on estime que dans ces vallées isolées, où on a tendance à dire qu'il n'y a rien, eh bien, au contraire, on est une sorte de vigie du monde. On a la capacité d'être en recul par rapport au monde dans lequel on vit. Et en meilleure situation d'observation, voilà, d'observer ce qui nous entoure. Et cet atelier refuge est, dans tous les sens du terme d'ailleurs, un point d'observation. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc là, c'est une petite expo. On avait accueilli Giuseppe Pennone et qui avait travaillé sur la structure des arbres. Mais on invite tout type d'artistes, donc des artistes aussi reconnus que Giuseppe Pennone, que de tout jeunes artistes, que de chercheurs, etc. On organise aussi pas mal de fêtes, d'événements. On reprend d'ailleurs pour nos 20 ans cette année, on fête nos 20 ans en essayant de se décentrer de notre regard d'humain et de s'approcher des oiseaux. On invite les 23 et 24 juillet Vinciane Després, la philosophe, à venir nous parler du territoire des oiseaux suite à son livre merveilleux Habiter en oiseau. Et Dominica sera là également pour chanter des reprises d'autres ou de ses propres chansons en lien avec le monde animal et notamment les oiseaux. Et on est d'ailleurs en train de faire, je m'adresse peut-être à des étudiants fauchés, mais vous pouvez en parler autour de vous. On est en train de faire un financement participatif pour cet événement, à voir sur notre site, sur le Sentier des Lauses, et pour édifier une sorte de théâtre de verdure à cet endroit précis où vous voyez la photo dans la montagne. Voilà. Et puis, juste m'arrêter sur cette œuvre. Dernière œuvre créée dans le cadre du Sentier des Lauses avec l'artiste Yann Kopp, un artiste avec qui on a travaillé pendant plus de 2 ans. Ça a été vraiment un travail au long cours, un gros travail de rencontre, d'aller-retour avec Yann, qui a très clairement fait une œuvre en hommage à tout ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. On est ici sur un gué, un passage de rivière. Et après maintes réflexions, il a choisi d'incruster dans la roche et dans des troncs d'arbres morts 200 petits miroirs qui font à peu près entre 3 et 5 cm de diamètre,
donc incrustés ici et là autour de nous, et qu'il a appelé les yeux de la Sueille, et qui évidemment reflètent un éclat de soleil selon l'heure du jour à laquelle on passe, reflète fait pénétrer le ciel dans le sol, etc., etc. Donc il y a une multitude comme ça de petits miroirs incrustés autour de nous, et c'est comme si l'œuvre nous regardait plus qu'elle ne nous voit. Et ce qu'il a voulu nous raconter grâce à ça, c'est nous faire ressentir à quel point on était en minorité dans le paysage qu'on traversait, puisque la majorité est composée de tout le vivant qui nous entoure, mais qu'on ne voit pas forcément. Et ces yeux viennent comme ça accompagner le vivant qui nous entoure. Donc voilà, j'ai essayé de tenir le temps. J'espère que ça a été. C'est parfait, David. Il n'y a aucun souci. C'est très bien. C'était un vrai bonheur de t'entendre. Donc, tu aurais même pu dépasser plus. Je pense que personne n'en aurait souffert. Est-ce que tu as fini? Tu veux faire une conclusion? Ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, enchaînons sur les questions. D'accord. Ouais. Vraiment, merci infiniment. J'ai trouvé j'ai un petit peu débordée par toutes les réflexions que je voudrais faire, parce que vraiment, je suis vraiment fascinée par ce que tu as présenté. Ça fait plaisir. Alors, il y a des questions. Il y a une question en tout cas du public, donc que j'ai bien noté, de Delphine. Sur laquelle je vais revenir tout de suite après. Je vais juste commencer par une première question. Enfin, en fait, je ne sais pas si ça va être une question. Peut-être que ça va être une série d'impressions sur ce que tu as dit, mais je suis extrêmement frappée par le projet du partage des eaux. Parce que je trouve que c'est un des rares projets, comment dirais-je, de création en milieu naturel où il y a, comment dirais-je, où c'est, comment dirais-je, où le propos est aussi fort, où il y a une telle, comment dirais-je, consistance et articulation entre les œuvres à cause en fait de ce choix de départ que tu as eu, enfin grâce à cette ligne à laquelle tu redonnes à raison sa portée mythologique, à savoir cette ligne de partage des eaux, qui en fait, si tu veux, j'ai l'impression après travaille toute seule dans le, comment dirais-je, dans le choix des œuvres et la forme des œuvres, parce que du coup je trouve qu'il y a une unité extrêmement grande, ce qui est très rare quand on a un programme avec beaucoup de commandes, beaucoup d'œuvres, d'artistes avec des sensibilités différentes. C'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais là je trouve qu'il y a une très grande sensibilité partagée des œuvres que tu as montrées. Et notamment du fait que tu aies choisi cette ligne de partage des eaux, qui en fait est, comme tu l'as très bien dit, et beaucoup mieux que ce que je vais dire là, mais voilà, cette ligne cachée, mais qui en fait commande tout secrètement et qui en fait façonne tous les paysages que l'on voit. En fait, toutes ces œuvres-là, elles sont vraiment axées sur, comment dirais-je, toutes les œuvres dans le partage des eaux, elles sont vraiment centrées sur cette question, moi, qui me fascine dans mon travail de chercheuse, qui est qu'est-ce qu'on voit spontanément et qu'est-ce qu'on manque dans ce qu'on voit spontanément et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir, qu'est-ce qui nous reste invisible et comment justement les œuvres peuvent être tu as eu un très beau terme, ces révélatrices, ces intermédiaires qui peuvent tout d'un coup en fait enrichir infiniment notre expérience du voir dans sa dimension large. Hein. Je parle pas bien sûr de la perception visuelle pure, mais de ce qu'on peut saisir d'un lieu. Moi, je suis vraiment obsédée par cette question de quand je suis quelque part. Qu'est-ce que, peut-être que ça traduit quelque chose de moi, mais qu'est-ce que je manque? En fait, qu'est-ce que je me rends compte à quel point, enfin, on a la chance de vivre dans un monde infiniment riche et je me rends compte à chaque fois qu'il y a des dimensions qui me sont, comment dirais-je, fermées et qui peuvent être révélées effectivement par les artistes et je trouve qu'elles le font admirablement bien
je suis aussi vraiment, vraiment très séduite aussi par la forme des œuvres, qui est que comment dirais-je, on pourrait avoir que par exemple pour être en milieu naturel, il faut forcément, comment dirais-je, se fondre dans le paysage, avoir des matériaux naturels, comment dirais-je, mais qu'en fait il y a autant d'inventivité des formes possibles que dans d'autres domaines de l'art contemporain, enfin qu'on n'a pas besoin, comment dirais-je, d'avoir un rapport mimétique à la nature pour y être en lien et s'y installer. Et donc, de ce point de vue-là, le phare de Gloria Friedman, le projet de Koichi Kurita ou même Geopoetic Society, c'est vraiment extrêmement fort. Et aussi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point ce sont des œuvres, enfin, toutes les œuvres que tu as montrées, elles évitent un des écueils incroyablement, comment dirais-je, présent dans, comment dirais-je, le land art, parce qu'on va, enfin, donc c'est-à-dire cette période historique de la création en milieu naturel, qui est qu'elles ne sont pas du tout dualistes. C'est-à-dire que les humains appartiennent en plein à ce territoire et donc les œuvres ne sont jamais, comment dirais-je, axées sur la nature sans les humains, perçue comme un lieu plus authentique, refuge, je sais pas, voilà, auquel on n'appartiendrait qu'à moitié, mais qu'on serait tout le temps en train de la, comment dirais-je, de la souiller presque de notre présence, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort de voir ça. Voilà, je trouve que c'est, voilà, en fait, j'ai pas vraiment de questions, mais juste beaucoup d'enthousiasme. Mais voilà, ça va être aussi le rôle du modérateur. C'est très agréable, hein, je dois dire. Merci pour ces retours. Et en fait, tu as dit un terme qui compte vraiment beaucoup pour moi, qui est celui de la sensibilité. Ouais. Et moi, en fait, je pense que il y a à peu près que ça qui m'intéresse. Développer du sensible, en fait. Parce que c'est une voie d'accès à ce qu'on ne connaît pas, le sensible. Et pour moi, l'art doit à tout prix passer par le sensible. Et c'est ça qui nous ouvre des portes. Et ensuite, il y a évidemment, il y a, disons, l'effort intellectuel qui est inhérent à la question artistique, philosophique, etc. Il découle du sensible. C'est pas l'inverse. Et ça, j'y tiens toujours énormément. Et parce que l'art a cette capacité tellement formidable, tellement unique de créer du sensible et en plus du récit. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi la capacité narrative de l'art qui me semble tellement importante aujourd'hui à l'heure où il faut à tout prix qu'on invente un nouveau récit de relations au monde. Et bien voilà, l'art doit être sensible si on veut qu'il soit ancré, si on veut qu'il soit juste à son endroit. Et pour des projets dans l'espace public, c'est encore plus crucial, quoi, que enfermé dans les murs d'un musée ou d'un centre d'art. C'est essentiel d'avoir ce rapport sensible et qui est en effet et que j'ai en effet tenté de mettre aussi dans le partage des eaux à travers ce fil rouge de ce fil rouge géologique, parce qu'en fait une fois c'est ça qui est assez formidable, c'est que mais ce qui est drôle, c'est que donc je disais ça tout à l'heure, le partage des eaux comme en tant que ligne géographique, c'est vraiment peu connu, hein, il y a très peu de gens, mais il suffit de 3 mots pour le faire comprendre. Et dès que les gens comprennent, ils ont des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est dire ah ouais, ça existe. Il y a des endroits comme ça où l'eau va dans un sens ou dans l'autre, etc. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on l'a en tête, on la devine dans le paysage, on la voit. Donc le sensible et l'intellectuel se rejoignent complètement, en fait. Non, mais c'est magnifique. Et c'est magnifique que comment, en fait, juste ce choix de la ligne du partage des eaux comme
comment dirais-je, comme territoire initial, fait qu'après, il y a beaucoup d'œuvres qui s'appuient sur, qui prennent en compte en fait notre relation traditionnelle au paysage. Le fait de, par exemple, l'œuvre de Gilles Clément avec Ilia Lémire, ou encore l'œuvre de Gloria Friedman, c'est-à-dire cette dimension de contemplation d'une vue. C'est-à-dire comment ils prennent, comment dirais-je, à la fois, c'est des œuvres qui s'appuient sur notre habitude du voir, le fait de regarder un panorama, sauf que tout d'un coup, au moment où on est pris dans cette habitude-là, ils la subvertissent de l'intérieur pour nous montrer qu'il y a autre chose à voir qu'une belle succession de plans et de proportions et une ligne d'horizon, etc. Mais qu'en fait, il y a, comment dirais-je, le paysage est beaucoup plus épais en histoire, en imaginaire, en activité, en puissance aussi des vivants qui font ce paysage, que voilà, la simple dimension, on va dire, que le niveau 1 du paysage, qui serait sa dimension voilà, esthétique, telle que la peinture du paysage a pu l'apporter, etc. Mais ce que je trouve très beau, c'est comment dirais-je, c'est qu'ils n'essayent pas de nous détourner de notre habitude, mais plutôt de s'appuyer sur elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que qu'au moment même où parce qu'on a envie de le regarder, ce paysage, de le contempler, mais que tout d'un coup, hop, de l'intérieur, on fait rentrer autre chose. Ça, je trouve ça très fort. Oui, mais c'est complètement ça. Et ce qui est très palpable aussi avec la Geopoetic Society. Ouais, exactement. Ça donne de l'épaisseur. Exactement. Alors, il y a 2 questions de Delphine. D'abord, qui demande, donc je la lis. Le rôle du médiateur entre l'artiste et les publics semble incontournable dans le champ des arts environnementaux. Qu'en pensez-vous? Quelle est la place de la médiation pour l'appréhension des discours écologiques portés par les artistes? Vaste question. Alors la médiation, ce qui est intéressant, c'est que le terme de médiateur, il est aussi lié au nouveau commanditaire, le programme qui a été imaginé par François Hers. Je vais peut-être du coup en dire un petit peu sur ce programme-là, mais par rapport à cette question précise et pour répondre aussi précisément à ce qu'on a fait concrètement pour le partage des eaux avec la population, etc. Alors déjà, il faut savoir que ce projet, donc j'ai conçu, j'ai mis un an et demi à écrire le projet, et ensuite il a fallu trouver des financements et tout ça. Et au début, les grands élus disaient mais vous n'y pensez pas, de l'art contemporain sur la montagne ardéchoise, on va vous rire au nez, c'est trop rural, etc., etc. Et il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que tous les petits élus des communes concernés sur le territoire de la ligne de passage des eaux se sont dit enfin on s'occupe de nous, et c'est pas un projet hors sol, c'est un projet qui s'appuie sur ce qu'on est, sur notre géographie. Et donc ils ont compris, évidemment c'est pas des spécialistes de l'art contemporain, mais ils ont compris l'enjeu, l'intérêt du projet, et qu'on n'arrivait pas juste pour se faire plaisir entre gens de culture, quoi. Et donc ça a été une étape vraiment importante, et qui a enclenché finalement un travail de médiation avec l'ensemble de la population. Et le travail de médiation, en fait, moi, ce qui me semble toujours très important, c'est de le faire au moment où les œuvres sont créées, pas une fois, c'est-à-dire dans le processus de création. On a fait tout un travail. Quand les artistes venaient, il y avait des rencontres, etc. Pendant, on a fait des journées de formation à l'art auprès des aubergistes, des hôteliers, etc., etc. Donc de gens, des acteurs, des artisans, etc., des guides de moyenne montagne. On a ouvert ça. On faisait des journées de formation à l'art où il y avait par exemple une matinée sur l'histoire de l'art en 2 heures, quoi, de la grotte Chauvet à aujourd'hui. Ensuite, un focus plus particulier sur l'art dans la nature, donc le grand land art américain, par exemple, quand l'artiste d'aujourd'hui a décidé de sortir du musée pour se confronter
aux éléments, etc. Et puis, ou avec des exemples comme d'ailleurs le projet de Nadine Gomez à Digne. Et puis ensuite, plus spécifiquement, sur le partage des eaux. Ces journées de formation où il y avait un historien de l'art, etc. Enfin, c'était sérieux, quoi. Elles ont eu un succès phénoménal. Et c'était fantastique de voir ça. Il y a une demande incroyable. Et le dernier jour, par exemple, parce que donc l'Ardèche c'est grand, ici on compte plus en temps de trajet qu'en kilomètres parce que les routes tournent beaucoup. Et donc on a fait plusieurs formations dans différents endroits, au sud, au nord, etc. Et puis la dernière formation, eh bien, on l'a fait correspondre au montage d'une œuvre. C'est-à-dire en fin de production d'une œuvre, celle de Felice Varini, on a réuni tous ceux qui s'étaient formés, à savoir une centaine de personnes. Et c'était un moment merveilleux. Et ensuite, eux, donc les aubergistes, les hôteliers, ils sont devenus les ambassadeurs du projet. C'est-à-dire, moi, j'ai quasiment plus rien à faire après. C'est le flambeau, il est passé, et ça, c'est essentiel. Et parce que je pense pas que, je parlais tout à l'heure de la sensibilité, qui est tellement importante pour moi. Je ne pense pas qu'il faille à tout prix faire de la médiation, c'est-à-dire tenir les gens par la main pour appréhender une œuvre. Il y a les cartels qui, avec un texte qui fait 3 pages, moi généralement ça m'embête. Et c'est rarement lu. C'est souvent très jargonnant, donc c'est un peu une adresse de l'art pour l'art, et c'est pas ce qu'il faut faire, je pense, dans des lieux qui ne sont pas consacrés à l'art. Tellement d'accord avec toi. Oui. Non, je dis, je suis tellement d'accord avec toi. Oui, enfin, il y a un problème si l'œuvre ne peut pas se comprendre sans cartel, c'est que l'œuvre, comment dirais-je, voilà, qu'il lui manque une jambe, quelque chose. Je veux dire, sinon, normalement, voilà, oui. On est tout à fait d'accord. Et du coup, avant de penser médiation, il faut penser œuvre, en fait. C'est absolument essentiel. Et donc, moi, j'aime, dans le terme médiation, j'aime beaucoup le sens qu'a mis François Hers pour les nouveaux commanditaires. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur ce programme pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les nouveaux commanditaires, c'est une œuvre d'art en fait. C'est une œuvre protocolaire qui a été imaginée par un artiste qui s'appelle François Hers, qui part de l'hypothèse en gros que la commande artistique a toujours émané d'un pouvoir en place, le pouvoir religieux, le pouvoir monarchique, etc. Et que dans l'histoire de l'humanité, la démocratie est finalement très récente. Et donc, dans un cadre démocratique, c'est le peuple qui est censé avoir le pouvoir. Et donc, dans cette logique-là, il s'est dit, eh bien, le peuple est donc légitime dans un cadre démocratique pour passer commande à l'artiste. Et donc, il a créé ce programme pour permettre à tout citoyen d'être commanditaire d'une œuvre. Et donc, dans ce protocole, puisqu'il s'agit d'un protocole qui se réveille à chaque contexte dans lequel il se déploie, eh bien, un groupe de citoyens passe commande à un artiste par l'intermédiaire d'un médiateur. Donc, le médiateur, c'est aussi ce rôle d'intermédiaire auquel je tiens tant. Moi, ce que j'adore dans mon boulot, c'est que finalement, je travaille avec tout un chacun, avec des gens très différents, quoi. Aussi bien un maçon qu'un charpentier, qu'un artiste, qu'un élu, qu'un apiculteur, qu'un je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, je travaille avec le monde entier, quoi. Et c'est ça qui est formidable. Et le médiateur dans le protocole des nouveaux commanditaires est quelqu'un qui connaît l'art de son temps, voilà, parce qu'il a évolué, il sait ce que c'est qu'accompagner un artiste dans la production d'une œuvre, il sait ce que c'est que le processus de création artistique, et il sait ce que c'est que passer du rêve d'une œuvre au principe de réalité. Donc, il est au courant de tout ça, chose qui n'est pas donnée à tout un chacun, évidemment, parce que, évidemment, François Hers évite l'écueil démagogique de tout le monde serait artiste ou tout le monde serait je sais pas quoi. Et
Et donc, ce médiateur, il vient accompagner le citoyen, le groupe citoyen, dans la formulation de sa demande et dans des propositions qui sont faites. Et donc, vient accompagner aussi la sensibilité, encore une fois, qui est exprimée par le collectif citoyen pour inviter un artiste et faire l'intermédiaire avec une sensibilité artistique que le médiateur lui semble, une sorte de, c'est un mariage en fait. Le médiateur est une sorte d'entremetteur entre un artiste et des commanditaires, des citoyens. Et donc ce terme de médiateur en tant que marieur, il me semble assez juste, parce que la médiation d'une œuvre, c'est aussi être dans le juste équilibre entre une œuvre d'art et un public. Et qui ne doit surtout pas être, et l'écueil absolu, c'est le jargon de l'art. Voilà. J'ai une question de Véronique Routin, qui, donc je te lis son commentaire. Merci pour cette intervention sensible. Une réflexion par rapport à la question de Vigie du monde. Comment ces œuvres permettent de nourrir et d'infuser de nouvelles manières de faire territoire à l'heure de l'urgence environnementale? Là aussi, c'est une vaste question. Ça rigole pas les questions dans ce cycle de conférences. Non, ça c'est sûr. Alors, je vais répondre. Je vais répondre peut-être par la dimension sur laquelle je suis pas beaucoup revenu finalement, qui est celle du récit, de la narration. Là, par exemple, il y a depuis 2 petites années à peu près, j'accompagne la métropole de Grenoble dans la définition d'une sorte de fil rouge pour une politique de création contemporaine qui soit en accord avec ce territoire. Et la première chose que je leur ai proposée, en gros, j'aurais dit, moi, de toute façon, mon point de vue de personne extérieure à votre territoire grenoblois est un point de vue finalement assez banal, hein, que tout le monde aurait, qui est de dire, pour moi, Grenoble, c'est la ville des Alpes, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est clairement ça. Moi, je pense Grenoble, je pense ville-Alpes, voilà. Et puis la deuxième chose à laquelle je pense, c'est la pollution atmosphérique, c'est la cuvette. Voilà. C'est les deux choses auxquelles je pense. Et je leur disais, bon, j'imagine qu'il y en a une que vous voulez mettre en avant et l'autre que vous voulez cacher sous le tapis, quoi. Et alors que vous avez là, en fait, tous les ingrédients pour revendiquer votre territoire comme un laboratoire de ce qui se passe à l'échelle planétaire, à savoir une cause, l'activité humaine, la pollution atmosphérique créée par l'activité humaine, et une conséquence, le réchauffement climatique. Et dans le territoire français, qu'est-ce qui souffre le plus directement du réchauffement climatique? Aujourd'hui, c'est là où, en tout cas, c'est le plus visible, les Alpes. On parle d'effondrement des Alpes, on parle plus seulement de la fonte des glaciers, hein, on parle vraiment de l'effondrement. C'est extrêmement tangible. Et donc, je leur préconisais de dire, votre politique de création contemporaine, elle doit à tout prix s'appuyer là-dessus. Et donc, non pas chercher à cacher la pollution atmosphérique, mais en faire justement un lieu, un territoire d'observation. Et donc, prenez dans tout votre territoire les saillances et invitez des artistes à venir parler avec sensibilité, encore une fois, de ces saillances-là. Et parce que, en fait, moi, il y a une chose qui me paraît essentielle dans la création artistique, donc c'est celle de la sensibilité dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi la dimension du récit. C'est-à-dire, je suis persuadé que le plus gros levier qu'on ait à portée de main pour changer de modèle de société,
et, et la narration, en fait. Il faut à tout prix, c'est-à-dire, moi je dis souvent, en fait, le réchauffement climatique, si on le prend seulement pour une terrible fatalité, eh ben on va rien faire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vain, quoi. Ou alors on se fiche une balle dans la tête, tous, quoi. On fait un suicide collectif à la manière des sectes. Bon, c'est pas ça qui nous porte a priori. Donc, ce dérèglement climatique, comment justement il peut être générateur, moteur de nos imaginaires. C'est ça qui importe. Et l'art là-dedans a énormément à apporter parce que ce qui nous relie, ce qui nous différencie du reste du règne animal, sans doute nous êtres humains, c'est qu'on a une capacité à coopérer via le récit. C'est ça qui nous guide tous. C'est dans notre quotidien, on est environné de récits. L'argent en est un. On s'est accordé sur le fait qu'il était plus pratique d'échanger des bouts de papier pour faire des échanges plutôt que de troquer des chameaux contre des sacs de blé. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un récit. On a inventé ce récit-là. On s'est mis d'accord autour d'un récit et ça marche. Et des montagnes se réalisent grâce à ça. Et donc, pour moi, le principal levier, on a toujours tendance à dire, on est dans un système, on peut rien faire, ça va trop lentement, etc., etc. Mais les choses peuvent aller, au contraire, extrêmement vite. Et moi-même, dans ma petite vie, à ma petite échelle, j'ai complètement changé de manière de percevoir le monde entre mes 20 ans, aujourd'hui j'en ai 44, donc en moins de 25 ans, j'ai complètement changé ma manière de percevoir le monde dans lequel j'évolue. J'ai plus les mêmes manières de vivre, de consommer, etc., etc. Donc j'ai changé mon logiciel. Et moi je suis pas un surhomme, je suis comme tout le monde. Donc ce logiciel-là, il peut changer parce qu'on m'a ouvert d'autres mondes, on m'a ouvert d'autres récits. Et donc, je crois beaucoup à ça, en la capacité de l'art à donner des récits qui soient désirables. Parce que si on veut changer de monde, il faut que ce soit un tant soit peu désirable, qu'on ait envie d'y aller, quoi. Et donc voilà, c'est peut-être de cette manière-là que je répondrai à cette question. Et le Sentier des Lozes, en tant que j'ai parlé de vigie, etc., parce que il me semble que dans ces endroits, dans l'endroit idyllique où je suis, tiens d'ailleurs, je peux juste quand même vous. Voilà. Eh bien, donc dans ces endroits idylliques, eh bien, où on n'a pas de, je sais pas moi, on n'a pas un Intermarché à côté d'un Super U, à côté de zones pavillonnaires immenses, etc., etc. Donc où on est un tant soit peu protégé en fait d'une forme d'agression quotidienne. Eh bien, dans ces coins-là, on peut sans doute mieux réfléchir. C'est pour ça que cet atelier refuge que je vous présentais me semble tellement important, parce que je pense que c'est des zones qui permettent un recul nécessaire pour inventer ces récits, justement. Écoute, on va se quitter avec un remerciement d'une autre participante qui s'appelle Muriel, et qui n'a pas de questions, mais qui voulait juste, comment dirais-je, exprimer sa gratitude. Randonneuse, urbaniste, amatrice de cartes, ayant pratiqué la ligne de partage des eaux en 2010, votre intervention donne désir de retourner dans ces paysages avec d'autres regards et perceptions. Merci pour ce partage sensible qui nous amène à rêver. Bon, écoute, voilà. Merci infiniment, David. C'était extrêmement enthousiasmant et important aussi sur ce que tu as dit sur comment dirais-je, le rôle que l'art aujourd'hui peut jouer par rapport à ces questions de la crise écologique et du réchauffement climatique, parce que c'est une manière fine de le formuler, alors même que la question peut paraître au départ un petit peu, comment dirais-je,
presque comique. Qu'est-ce que l'art peut faire pour le dérèglement climatique? Il y a une sorte, voilà, moi je sais parce que cette question m'a longtemps travaillé et je reconnais que mal formulée, la question a presque un caractère un peu grotesque. On a envie de dire mais pas grand-chose. Mais qu'effectivement, si je pense qu'on est un peu dans la même équipe de ce point de vue-là, qui est que si on prend au sérieux que, comme le propose Baptiste Morisot, que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité au vivant et pas seulement une crise du vivant. Ouais. Du coup, ça nous remet tous dans le bateau et on peut continuer à travailler avec de nouvelles énergies. Au contraire, comme tu le disais, plutôt qu'un sentiment de tragique inéluctable. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravie et j'espère que ça a été agréable pour toi malgré les conditions un petit peu particulières de cette intervention. Voilà. Ouais, et que le bien tu faire à d'autres occasions. Bah, vivement qu'on se voit en vrai, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les participants qui ont été nombreux en ligne, plus d'une 50aine. Donc merci beaucoup. Et donc, on se revoit, pardon, il faut que je revienne sur les rails. On se revoit demain à 16h avec Pascal Lyonnais, le directeur du Vent des Forêts. Voilà, merci beaucoup. Oui, ce sera fait. Au revoir. À bientôt, au revoir.